Bonjour Sinadjar. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, l'un des grands spécialistes de la collaboration du régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes notamment l'auteur de L'État contre les Juifs, paru en 2018 chez Grasset, un éditeur chez qui vous faites paraître cette fois une somme consacrée à la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942, un livre événement au regard de la masse considérable d'archives et de documents inédits que vous avez dépouillés et analysés, témoignages écrits et oraux, dossier d'épuration administrative des agents de la préfecture de police de Paris, fichier général des Juifs évidemment. Comment expliquez-vous, Laurent Joly, qu'un événement comme la rafle du Veldiv, symbole de la collaboration d'État, n'ait pas fait l'objet jusque-là d'une vaste étude depuis l'apparition de 1967 du livre sur le fichier de Claude Lévy et de Paul Thiard? Oui, depuis 55 ans, donc, puisque le livre de Claude Lévy et Paul Thiard date de 1967, ça fait 55 ans qu'en gros on restait sur les mêmes connaissances sur ce sujet, avec des trous et avec quelques erreurs aussi. Des erreurs factuelles aussi, mais des trous, et le trou le plus béant, c'était celui concernant la dimension policière de l'opération, la préparation logistique, les fichiers. On n'avait jusqu'à présent jamais véritablement relié ce fichier de 1941 qui a été en partie conservé. On a 30 000 fiches de juifs qui ont été recensés en 1941, en octobre-novembre 1941, et qui a servi directement à organiser la rafle du Veldiv. On ne l'avait pas utilisé, moi je l'avais identifié depuis une dizaine d'années, mais il fallait faire le travail. Puis il fallait surtout trouver à la fois des sources policières, parce que ça on n'en avait pas beaucoup, on en avait très peu, des témoignages, des paroles policières, leurs justifications, et puis aussi trouver des archives sur les incidents, ce qui s'est passé, les incidents, les malaises, les gens qui sont pris de folie, qui vont à l'hôpital, les tentatives de suicide, le suicide qui aboutit à un décès, puisqu'il n'y en a qu'un pendant la rafle du Veldiv, contrairement aux légendes. Voilà, c'était tout ce travail qui restait à faire. Alors l'un des choix forts dans le livre, Laurent Joly, d'avoir étudié cet événement des 16 et 17 juillet 1942, mais aussi les jours, les semaines et les mois qui ont suivi, parce que ceux qui ont échappé à la rafle n'ont pas cessé d'être pourchassés, et pour beaucoup d'entre eux ont été finalement arrêtés et déportés. Oui, c'est sur ce point précis que, en fait, mes archives étaient les plus riches. Parce que avoir arrêté des Juifs les 16 et 17 juillet 1942, ça a été reproché à très peu de policiers. Donc j'avais très peu de dossiers d'épuration qui évoquaient ça. En revanche, des policiers qui ont arrêté des Juifs après, parfois on essayait de savoir s'ils avaient le choix ou pas, est-ce qu'ils prenaient une initiative, est-ce qu'ils étaient des chercheurs d'affaires, comme on disait au moment de l'épuration. Donc c'est vrai que j'ai pu documenter une centaine d'affaires liées à des arrestations individuelles, et j'ai découvert quelque chose que j'ignorais complètement, c'est qu'en fait la rafle a continué. En fait, on le sait que la rafle a continué, puisqu'on a ce chiffre de 13 152 qui est à moitié faux, puisque c'est le chiffre au 20 juillet 1942. La rafle, elle continue. On a gardé les fiches. Il y a plus de 15 000 fiches qui n'ont pas été exécutées. C'est absolument énorme. Donc ces fiches, elles ont été gardées pendant plusieurs semaines. Dans les arrondissements, ce sont les mêmes équipes de police municipale qui ont continué à retourner aux adresses, bref, à faire ce qu'elles avaient fait les 16 et 17 juillet 1942, mais à bas bruit. Et ça conduit à une centaine d'arrestations à peu près par mois, par jour, pendant plusieurs semaines. Alors vous proposez, Laurent Joly, une histoire globale de cette rafle du Veldiv, dans son insertion dans le contexte global de la guerre, de la collaboration et des marges de manœuvre des différents acteurs. Quelle était justement celle de Vichy, dont vous soulignez la responsabilité fondamentale dans la déportation des enfants d'étrangers, bien sûr, mais aussi d'environ 3000 enfants français? Oui, le choix qui court, qui est déterminant dans l'approche que j'ai adoptée pour ce livre, c'est d'essayer à chaque fois de mesurer les marges de manœuvre. Alors ça va du gardien de la paix, lui il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais il en a quand même, commissaire d'arrondissement, et on monte jusqu'aux principaux dirigeants de l'État français qui, eux, avaient le plus de marge de manœuvre. Et effectivement, ils ne les ont absolument pas utilisés pour mener une politique qui aurait pu être une politique de moindre mal. Au contraire, ils les ont utilisés pour livrer le maximum de juifs étrangers et leurs enfants, qui les trois quarts d'entre eux sont français, qui donc n'auraient pas dû être arrêtés, n'étaient pas arrêtables, parce que en juillet 42, au début de juillet 42, Vichy, faut le rappeler, c'est tout bête, mais Vichy, à ce moment-là, est persuadé que l'Allemagne va gagner la guerre, et il faut leur livrer le maximum de juifs pour alimenter d'une part la politique de collaboration, et d'autre part, Vichy a une politique antisémite, qui vise depuis 1940 à se débarrasser des juifs étrangers. Il y a une loi de Vichy dès le 4 octobre 1940 qui permet d'interner les ressortissants étrangers de race juive, comme on dit, et ces gens-là, Vichy veut s'en débarrasser. Donc c'est tout ça qui explique qu'on arrive à cette anomalie monstrueuse où en quelques semaines, on va livrer 25 000 juifs
la moitié à Paris, le reste en province. Alors cette rafle du Veldiv fut d'abord et avant tout une opération de police, écrivez-vous dans le livre. Plus de 4500 policiers de la préfecture de police de Paris ont participé à cette rafle. Pourtant, une partie des traces de cette participation ont été détruites après-guerre. Pourquoi ? C'est toutes les traces, hélas, qui ont été détruites, puisque les archives des commissariats concernant les Juifs ont été détruites. C'est un ordre qui était venu du ministère de l'Intérieur en 1946. Donc on a gardé peu de choses, très très peu de choses. Il y a eu des fiches d'arrestation. Ces fiches d'arrestation, elles ont constitué un fichier qui s'appelle le fichier des agents capteurs. C'est des fiches, j'ai pu le voir dans un témoignage, elles étaient de couleur jaune, je l'ignorais. Ce fichier a entièrement disparu. Il aurait permis de savoir plein de choses sur la rafle du Veldiv. Donc, en fait, il fallait procéder presque comme un archéologue avec des traces. Et les traces, c'est dans ce fichier de contrôle où j'ai pris un échantillon de 2000 et quelques fiches. Et c'est dans ces quelques témoignages de policiers, une trentaine directement reliés à la rafle du Veldiv, c'est quand même pas rien, et une centaine autour des opérations complémentaires. Donc vous voyez, c'est peu de sources, mais qui ont quand même permis de mettre un visage, de mettre des noms, et surtout de comprendre les motivations et la mentalité de ces policiers, comment ils ont essayé de justifier ce qu'ils ont fait, comment ils ont essayé parfois de ne pas arrêter les Juifs, parce qu'on se rend compte que les 2/3 des gens ont échappé à l'arrestation, c'est le paradoxe. Il y a une très grande variation dans les taux d'arrestation en fonction des arrondissements. Voilà, quand on va au plus près, on voit que d'un arrondissement à l'autre, en fonction du commissaire, il y a des variations étonnantes. Entre le 2e et le 12e arrondissement, par exemple, vous avez 40 points d'écart. 20% des gens sont arrêtés seulement dans le 2e, plus de 65% dans le 12e, parce que là, le commissaire est extrêmement dur. Mais aussi d'un immeuble à l'autre, en fonction de la concierge. Si vous avez une concierge qui va mener les policiers d'un appartement à un autre, ça peut faire des ravages. S'il y a une concierge qui dit non, je crois qu'ils sont partis, ils sont plus là, et là les policiers vont peut-être hésiter à défoncer les portes. Donc vous avez à chaque moment de la rafle, vous avez la vie qui se joue comme ça sur une micro-décision. Alors souci du détail évidemment dans ce livre, des moyens considérables ont été déployés par la préfecture de police au regard des spécificités à la fois démographiques et spatiales de la communauté juive à Paris. Vous l'expliquez très bien dans le livre. Qu'est-ce qui distinguait la capitale française de la situation par exemple aux Pays-Bas ? Parce qu'il distingue Paris, mais par rapport à toutes les capitales et toutes les grandes villes de l'Europe de l'Ouest, pratiquement, en dehors de la France, c'est que il n'y a pas eu de ghetto en France. Et quand je dis ghetto, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire quartier réservé, maisons juives, comme on peut le voir à Vienne, à Berlin, à Amsterdam. Donc là, les nazis, ils sont face à une situation où les juifs sont restés à leur domicile d'avant-guerre, éparpillés un petit peu partout dans Paris, même si vous avez des quartiers, Belleville, dans le 4e arrondissement, où vous avez de fortes concentrations de communautés juives, les gens sont restés chez eux. Ce qui fait que ils ont pu bénéficier d'aide, de protection. Nulle part ailleurs en Europe, on voit des immeubles où la concierge est l'épouse du policier qui vit là, avec des voisins juifs. Donc tout ça a fait qu'il y a eu beaucoup plus de fuites qu'ailleurs. Une dernière question. Je disais tout à l'heure que vous proposiez une histoire globale, mais aussi une histoire incarnée au plus près des témoignages des raflés, démarche d'histoire orale. Laurent Joly, qu'est-ce que font entendre ces témoignages dont ne rendrait pas compte la seule lecture des archives ? Évidemment, il reste encore quelques témoins, des gens qui ont vécu la rafle, qui étaient presque adultes, donc qui peuvent vous raconter cette dimension très concrète parce qu'évidemment, la plupart des gens qui peuvent témoigner sont des survivants. Comment on fait pour vivre à Paris en 42 avec une concierge antisémite, avec un policier qui certes a prévenu, mais qui pourrait éventuellement ne plus protéger. En fait, tout ça, ça a permis de nourrir pour l'essentiel le chapitre que j'ai consacré à la vie quotidienne des persécutés entre 42 et 44. Et on se rend compte que c'est absolument pas une histoire rose, que ça a été extrêmement dur de survivre et de se cacher à Paris et en région parisienne. Pour ceux qui n'avaient pas les moyens de partir en zone libre. La majorité des gens n'avaient pas les moyens de partir en zone libre. Merci beaucoup Laurent Joly d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Événement, livre majeur sur la rafle du Veldiv. C'est publié aux éditions Grasset. Interview retrouvée en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J, Laurent Joly. Merci, à bientôt.